Bonjour Nicolas, alors vous êtes le propriétaire qui nous accueille aujourd'hui pour l'épisode de l'errance médiévale, donc qui est l'abbaye de Grestin, On peut dire les deux. voilà. Donc voilà, quelle est l'histoire de ce lieu? On va liquider l'histoire récente Ouais. en trois mots. Oui. Ce sont mes parents, ma mère qui a acheté ici pour faire une maison de famille parce qu'elle avait sa maison de famille a été partagée, donc elle voulait refaire ça. Et c'est elle était sculpteur, elle était artiste, et c'est elle qui a conçu la restauration du lieu, qui était devenue une ferme. Tout était enterré ici. On voit la trace sur le pilier là. Il y a de la terre partout. Dehors aussi. Cette espèce d'amphithéâtre qu'on voyait dehors, il était comblé. Ce qui fait que les savants qui s'intéressaient à Grestin disaient maintenant Grestin a la vulgaire banalité d'une ferme. Donc on ne voyait rien. Et donc ils ont réussi à faire ce qui existe maintenant, qui est l'état du XVIIIe siècle, en fait. Alors l'histoire, on va passer à Arlette. Oui, donc l'histoire d'Arlette. Arlette. Fameuse Alors, qui Arlette. était Arlette? Qui était Arlette? Alors la chose qu'on peut dire, c'est dans le livret, là, le livret que je vous ai donné. Ce livre-là? Oui. C'était la plus jolie fille du monde. Ah! Donc, et ça, c'est écrit dans les textes. Hein. Elle avait la colore la plus fine que fleur de rose et d'épines. Alors ça, c'est pas mal. De rien séant, bouche et menton. Alors ça, c'était la bouche merveilleuse, un menton formidable. Rien n'eut plus avenant façon, ni plus beau col, ni plus beau bras. Donc c'était une... partout, hein, c'était une fée. C'était une fée. Elle était magnifique. Elle devint si belle qu'il n'y avait aucune dame et aucune demoiselle sur toute la terre qui puisse l'égaler. Alors, ça, c'est Miss Univers. Voilà, c'est une déesse. C'est un ange tombé du Mais ciel. non seulement elle était jolie, mais c'était aussi la fille la plus gentille du monde. Ah. Donc elle était une merveille. Ça, c'est les textes. Ça, c'est les chroniqueurs. Alors, Arlette, elle lave son linge dans un ruisseau à Falaise. Le duc Robert le Magnifique, le matin, ouvre sa fenêtre de son château, ça devait être un drôle de château d'ailleurs, il la voit, il envoie immédiatement son chambellan pour la demander en mariage à son père, tout de suite. Il tombe amoureux, quoi. Le coup de foudre. Je pense plus que ça. Et 9 mois plus tard, c'est la naissance de Guillaume le Conquérant. D'accord, donc c'était la mère de Guillaume le Conquérant. D'accord. Donc c'est... Voilà, ça c'est... Alors sur Arlette, tout ça c'est prouvé, tout ce que je vous ai dit sur sa beauté, sa gentillesse, et la preuve c'est qu'on ne sait rien d'elle. Ah oui. Si on savait quelque chose, ce serait quelque chose de... Oui, ça casserait le mythe. Oui, voilà. Si on ne sait rien d'elle, ça veut dire qu'elle était vraiment parfaite. Oui. Je continue ? Oh oui, allez-y, continuez. Alors, quand le petit garçon avait 7 ans, son père, Robert le Magnifique, décide de faire un pèlerinage en Terre Sainte. C'est avant les croisades, à une époque où c'était quand même assez dangereux d'aller là-bas. Alors, il prend 2 précautions. Il fait d'abord de Guillaume son héritier, et puis ensuite il dit à son compagnon, son chef de garde, je ne sais pas, Erluin de Condeville, si jamais je meurs en route, épouse Arlette et protège le petit garçon. Il me semblait, j'avais lu dans certains textes qu'au début, Guillaume le Conquérant était appelé Guillaume le Bâtard, parce qu'il avait déjà une première... C'est tardif, ça. Oui, là, c'est tardif. Ça, c'est quand il a commencé à avoir des ennemis. Ouais, voilà, d'accord. Ouais. Il faut savoir qui dit qui dit quoi. Oui. C'est important. Il paraît qu'on dit beaucoup de mal de Néron, par exemple. Par exemple, et apparemment, c'est apparemment des ses ennemis qui ont parlé. Ses amis, on les a tous... C'était un brave gars. Oui, c'était un chic type, apparemment. Peut-être. Qui aimait la musique. On n'en sait rien. Voilà. Alors, j'en suis où ? Donc, il s'en va. Il s'en va. Le duc Robert le Magnifique, il s'en va. Il meurt en route.
ça se sait ici, Herluin épouse Arlette, alors à l'église, parce que Robert le Magnifique n'était pas marié avec Arlette à l'église, c'est pour ça qu'on l'appelait le bâtard. D'accord. Pas parce que ses parents s'entendaient pas. Non, c'est Mais parce que parce oui, qu'ils ils étaient n'étaient pas pas mariés mariés à à l'église. Et ils viennent par ici. Alors Herluin, c'était pas un grand seigneur, c'était pas un seigneur du tout d'ailleurs. Il avait son domaine en tenure, c'est-à-dire il était métayer, voilà. Mhm. Il était, enfin, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire. Oui, mais, oui, enfin, c'était- il oui. n'était pas seigneur, quoi. Voilà. Et ça, c'était avantageux pour Robert le Magnifique, parce que comme ça, il n'allait pas tremper dans les grandes intrigues. Oui, du Des grands. duché, oui, voilà. Voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait. Il y a eu 2 autres garçons, Odon de Bayeux, Odon, futur évêque de Bayeux, et l'autre Robert de Mortain. Donc les 3 grandissent ensemble, et puis ils s'en vont, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, enfin ça c'est une période de l'histoire qui n'est pas connue, laissant sûrement seuls ici Arlette et Herluin. Et on arrive à la fondation de l'abbaye, donc en 1050. Je raconte la fondation Ah de oui, l'abbaye. oui, bien sûr, oui, oui. Ah oui. Raconter toute l'histoire de l'abbaye. Bon, j'aurais dû commencer au déluge, alors. Alors, pourquoi pas. J'ai raccourci beaucoup. Ouais. La fondation de l'abbaye, c'est raconté par les chroniqueurs, mais c'est très tardif, mais ils avaient probablement des documents. C'est les songes d'Herluin. D'accord. Les songes d'Herluin. Alors, Herluin voit en songe la Sainte Vierge, qui lui dit « Va près de la source de Grétin », la source qui est là à côté, qui coule toujours. Là, tu verras alors les textes disent un bâtiment, mais en fait c'est une chapelle, ou une église, une chapelle probablement, qui m'était dédiée, donc sûrement une chapelle, et qui est en ruine. Rétablis-la et tu seras guéri. Alors, les gens ont beaucoup brodé sur tu seras guéri. En fait, il faut le prendre sur le plan spirituel, parce que quand on construit une église, ou on la répare, c'est pour mieux, pardonner ses fautes, oui. pour aller au ciel que de la brûler. Oui. Donc ça, c'est le premier songe. Le deuxième songe, pourquoi est-ce qu'il y a 2 songes, on trouve ça bizarre, c'est « Aimez-y beaucoup de moines hein, ». Non paucos, dit le texte latin, pas peu, et à tes frais, dit la Sainte Vierge, ça c'est très important, parce qu'elle s'occupait de ce genre de choses. Et donc, ça c'est la fondation de l'abbaye. Donc après 1050, on peut penser qu'il y avait un établissement en pierre, sûrement en pierre, dont derrière la tapisserie, il reste une toute petite trace. Voilà, fondation de l'abbaye. On sait qu'en 1125, il y a eu un incendie, et que tout a été démoli et rebâti, et cette salle-là date donc de ce 2e bâtiment, donc 12e siècle, qui était sûrement beaucoup plus grand que le premier. Et la raison probablement de la destruction, c'est moins l'incendie que le fait qu'il y avait beaucoup de moines et qu'il fallait loger. Alors, l'abbaye a été très richement dotée par la famille, donc par Guillaume, par Robert de Mortain et Odon. Donc ils ont donné surtout après la conquête de l'Angleterre. De l'Angleterre, donc après 1066. Et il y a un document qui a été trouvé récemment qui fait la liste de tous les biens qui ont été donnés à l'abbaye de Grétin, qui est considérable, donc une grande abbaye. Pourquoi et puis quelques autres aussi qui donnent énormément. Parce qu'à l'époque, les gens qui donnaient pour une fondation d'abbaye, ils ne donnaient pas 200 €. Hein. Non. Ils donnaient, on a calculé, jusqu'à la moitié ou les 3/4 de leurs biens. Ah oui, quand même. Oui. Donc c'était quelque chose de considérable. Tout ça pour aller au ciel, pour y être enterré, pour aller au ciel, à une époque où les fortunes étaient très mobiles. C'est-à-dire que je pense qu'ils donnaient tout ça, et puis ensuite le duc... Enfin, ça devait pas être... C'est pas comme maintenant, quoi. Donc, énormément de choses. Pourquoi faire ? Pour faire ce que faisaient les abbayes, des abbayes bénédictines
de l'époque qui avait une mission sociale, la seule institution qui avait une mission sociale dans un État. L'État, c'était très peu de choses, c'était un duc, c'était les soldats, c'était quelques châteaux forts, ils ne s'occupaient pas de la société, si je puis dire. Et donc ils avaient besoin de ces abbayes qui, elles, s'occupaient alors, des pauvres, des malades et de la culture, des enfants. Beaucoup d'abbayes avaient des écoles, des choses comme ça. Ça, c'était leur rôle. Dans toute l'Europe, mais particulièrement ici, où il y a une abbaye tous les 30 kilomètres. Oui. C'est fou ce qu'il y en a là. On est membre d'une association, l'abbaye normande. C'est un cahier comme ça, il y en a plein partout. Des très belles. Donc, elle a fait ça. Les documents concernant Grétin, pour ses fonctions, il y en a un qui est le récit d'une visite pastorale par un évêque de Rouen, qui vient ici et qui dit « Ah, bah, c'est formidable, les moines disent les heures aux heures canoniques. » C'est-à-dire que ça veut dire qu'ailleurs, probablement, ils ne le faisaient pas aux heures canoniques. Ils ne devaient pas faire au Ils faisaient ça moment. après le déjeuner ou je ne sais pas quand quoi. ils avaient le temps. Quand ils avaient le temps. Tandis qu'ici, c'était réglé. Ouais. Et ils faisaient leur distribution aux pauvres 2 fois par semaine. Donc tout ça a roulé bien. Il y a eu des hauts et des bas. Je ne vous les raconte pas, mais il y a eu un meurtre même ici. Ah oui. Et quand j'en ai parlé au père abbé du Bec-et-Loing, il m'a dit « Mais comment voulez-vous que dans une histoire de 700 ans, il n'y ait pas un meurtre à un moment donné ?» Ah, donc il y a eu un meurtre ici. Il y a eu un meurtre ici. Une sordide histoire de rivalité. À un moment, ça a duré 5 ans, où l'abbaye était vraiment en décadence. Parce que l'abbé était très méchant. C'était un ambitieux. Il n'était pas sur place. Il avait abandonné ses moines. Enfin, il était une quête de pouvoir. Ah oui, oui. C'était un type affreux. Et d'ailleurs, l'évêque était effrayé. Il a même écrit au pape en disant « Attention, c'est un gars très, très, très méchant. Il va venir vous voir, méfiez-vous de lui. » Donc ça, on a des lettres. Et d'ailleurs, c'est à la suite de cet incident que le pape a décidé « Les saints, maintenant, c'est moi qui vais les faire. » Parce qu'avant, c'était la vox populi. Avant, un type formidable, tout le monde l'aimait, etc. Et on le canonisait. Oui, le peuple le canonisait en quelque sorte. Et ça, le pape a dit non, c'est fini ça. Oui, parce qu'il aurait fini canonisé. Oui, parce que pour le défendre, les gens ont dit de l'assassiner qu'il protégeait les biens de l'Église. Alors, c'est un type merveilleux. D'accord. Mais c'est pas du tout ça. Il y a une période que je connais mal, en fait, qui doit être assez longue, jusqu'à la guerre de 100 ans. Alors la guerre de 100 ans, ça on sait, ça a été un désastre pour l'abbaye, parce qu'elle a été occupée par les soldats, même par des brigands, donc les moines étaient partis. Et ensuite, à la fin de la guerre de 100 ans, on sait que Charles VII est venu ici, il a habité avec tout son gouvernement ici pendant 3 semaines ou 3 mois, ça on ne sait pas très bien, pour surveiller le siège de Honfleur, qui était la dernière place forte anglaise. Donc les bâtiments étaient encore en fonction. Honfleur ou Harfleur ? Honfleur. Honfleur. Et c'est ici qu'il aurait rédigé, non pas signé, mais rédigé une ordonnance pour qu'on fasse une enquête sur le procès de Jeanne d'Arc. Une ordonnance qui est signée de Rouen, mais on pense que c'est ici qu'il l'a rédigé. Et ensuite, c'est le système français. Donc le système français des abbayes qui était très différent. Parce que l'abbé n'était plus élu par les moines, mais nommé par le roi. Il avait le droit de parasiter sur place, et il avait le droit de prendre tous les revenus, sauf ce qu'on appelle en bon français la portion congrue, c'est-à-dire l'origine du mot c'est ça, c'est-à-dire la somme
qu'ils devaient laisser sur place pour l'entretien des bâtiments et les moines. Et cette portion congrue devait être très insuffisante, ce qui fait que pendant les siècles, jusqu'au XVIIIe siècle, l'abbaye est tombée en fait progressivement en ruine, avec des hauts et des bas. Alors, ce genre d'abbaye, dont Grétin a fait partie, étaient des abbayes qui en fait étaient des espèces de boîtes à sous pour récompenser une personne, un ecclésiastique, méritant sûrement. Il n'y a aucune raison qu'on pense que c'était des gens qui n'avaient pas de valeur. D'ailleurs, certains des abbés commendataires comme ça sont des gens très distingués, qui sont connus par ailleurs. Il y en a un qui était membre de l'Académie française, je sais pas, plusieurs comme ça. Mais l'abbaye est tombée en fait dans une espèce de ruine, ce qui fait qu'au milieu du XVIIIe siècle, elle était dans un tel état de ruine que l'administration centrale des biens de l'Église, parce que c'était très centralisé en France, a décidé de l'abolir. Comme, dit-on, 3000 institutions religieuses caduques à l'époque, dans toute la France. Parce que, il y a des églises, par exemple, le village est parti, l'église se retrouve au milieu de nulle part, tombe en ruine. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Évidemment, on la démolit. Des monastères qui n'avaient plus de moines, des choses comme ça. Et ils ont décidé donc de l'abolir et de tout démolir. Donc ils ont tout démoli. L'église abbatiale qui était énorme, le cloître dont les archéologues disent qu'il avait 40 mètres de côté, donc c'est énorme, et les bâtiments conventuels, dont ici est le seul reste. Donc c'est cette salle qui continuait par là, et qui avait sûrement des étages. Alors, donc, mais ils ont décidé de remplacer donc cette abbaye abolie par un chapelain. Donc, ils ont construit pour le chapelain une maison sur ce morceau qu'ils n'ont pas démoli. Ils ont construit avec les pierres de démolition la grande grange que vous avez vue là-haut. Ils ont reconstruit la chapelle, qui devait être également en ruine. Et donc, l'état que vous voyez maintenant, c'est l'état du XVIIIe siècle. Et là, je ne suis pas très sûr de moi, mais je pense qu'en 1789, il n'y avait plus personne ici. Le chapelain je crois qu'on sait que le chapelain était vieux et qu'il était dans une maison de retraite à Honfleur. Donc, plus personne, c'est devenu un bien national, c'était vendu. D'accord. Et voilà la fin de l'histoire. D'accord. Alors, juste une question pour éclairer mon ignorance. Quelle est la différence entre un abbé et un chapelain? Le chapelain, c'est un prêtre responsable d'une chapelle. C'est pas un curé. Le curé a une cure, donc il gère une paroisse, il s'occupe d'une paroisse. Le chapelain, dans une paroisse, il peut y avoir des chapelles qui sont animées par un chapelain. D'accord, mais ce chapelain a quand même un rôle réellement ecclésiastique. Le chapelain, il dit la messe, il a pratiquement des paroissiens. Les gens du coin vont à la messe chez lui, dans sa chapelle. Oui, c'est tout à fait... Et il habitait ici, et on lui a donné le terrain de l'abbaye, 4 hectares, dans les murs, parce que c'est tout clos de murs ici, la grange, le potager. Et un agriculteur m'a dit, vous savez, pour 3 personnes, c'est parfait. Ça lui permet de vivre. À condition, ajoutait-il, qu'un travaille. D'accord. Alors, j'imagine c'est le chapelain, sa bonne et le jardinier. Et donc, qu'est-ce que vous proposez comme événement ou activité afin de faire connaître l'histoire de cette abbaye? Ouais. Alors, d'abord, c'est une abbaye sur les historiens s'y intéressent énormément. Enfin, donc, ils y travaillent beaucoup. Il y en a même un qui était spécialisé dans l'abbaye de Grétin. Enfin, les Anglais s'intéressent aussi à ça. Donc, sur le plan des documents, tous les documents sont recensés. Il y en a beaucoup. On sait beaucoup de choses. Sauf qu'il n'y a pas de gravure, il n'y a pas de dessin. On ne sait pas comment elle était
Ça, c'est la partie manquante. Alors, mes parents, quand ils ont restauré, ont décidé que ce serait un lieu ouvert gratuitement, à perpétuité. Donc, c'est le cas. Donc, c'est un lieu ouvert. Les gens peuvent venir. Je les accueille quand je suis là. Je leur fais faire le tour. Je leur raconte l'histoire. La communauté de communes organise des visites commentées, que je prends en charge aussi de temps en temps. Ça, c'est un aspect qui fonctionne très bien et qui n'a pas besoin même d'être... je préfère qu'on en reste là et qu'on n'ait pas plus de monde. Parce que, si vous voulez, ici, 50 personnes, ça détruit un peu le... Oui. C'est intime, il faut que ça le reste. C'est intime, amical, hospitalier, et il faut que ça le reste. Si j'avais 50 personnes, je ne peux pas m'occuper de 50 personnes. Oui, non. Ça, c'est un aspect, vous disiez. Non, j'allais vous poser la question. Vous m'aviez parlé d'un festival de théâtre que Oui. vous organisez. Alors, ça, c'est quelque chose de relativement récent. J'ai commencé il y a une dizaine d'années parce que donc c'est ça qui m'intéresse. C'est devenu mon métier même parce que j'écris des pièces, je traduis des pièces grecques. Ça m'intéresse beaucoup. J'aime le théâtre. J'aime Claudel. Voilà, c'est comme ça. Et donc, j'ai pensé que... J'ai découvert d'abord que c'était un lieu idéal pour faire du théâtre. C'est très tard. J'ai découvert 40 ans après. Pourtant, j'aurais pu le voir, mais je ne m'en rendais pas compte. Et donc, il y a 5 ou 6 ans, j'ai commencé à faire des pièces de théâtre ici. Et c'est magique. Et donc, j'ai décidé tous les étés de faire un festival de théâtre. C'est un théâtre classique, je ne fais pas de théâtre expérimental. Et ça, c'est magnifique. En plein air, quand le temps le permet, c'est-à-dire tout le temps, en fait. Parce que vous savez qu'en Normandie, il pleut très peu. Oui. Ouais. Oui. En Bretagne, il pleut tout le temps. Mais en Normandie, il pleut très peu. De temps en temps. Voilà, de temps en temps. Et on n'a jamais annulé une pièce à cause du temps. C'est jamais arrivé. On est toujours passé entre les gouttes. Et c'est à peu près à quelle période que se déroule ce festival jusqu'à présent, c'était de juillet et août. Essentiellement juillet et août. Et maintenant, j'ai décidé d'étendre un peu cette période, commencer à mi-mai, jusqu'à fin août. Voilà. Et là, on a ces pièces. Et cette année, on fait un festival Claudel, parce que c'est le 150e anniversaire de sa naissance. Et donc, ça sera un des lieux de France où on fera tout un programme Claudel, avec les grandes pièces, avec des lectures, avec des conférences. Plus d'autres pièces, bien sûr. Et voilà, ça c'est... Alors, faire connaître, faire surtout ce qui m'inspire, c'est de le faire connaître comme lieu culturel, comme lieu de théâtre. Oui. Parce que je pense que ça roule, comme lieu historique, ça roule tout seul. C'est bien, comme c'est. Oui. Je vous remercie, Nicolas. Voilà. Je sais que si vous voulez plus d'informations sur ce lieu, je sais que vous avez un site internet. Oui. L'adresse sera sûrement mise dans la description. Et je vous remercie. Puis l'adresse, je crois qu'elle est là. www.abbaye-2-gretin 2de.fr. Voilà. De toute façon, toute information sera mise dans la description. Et merci de nous avoir accueillis. Et puis, et revenez voir les pièces. Voilà, venez voir les pièces et puis venez voir ce lieu chargé d'histoire et qui est magnifique.